Bonjour et bienvenue sous notre beau soleil. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme de 34 ans au parcours hors du commun. Au fil de cette conversation, il nous raconte comment la méningite a bouleversé sa vie, mais aussi comment une passion, celle du sport automobile, est devenue bien plus qu'un simple loisir. Un véritable moteur pour avancer, se reconstruire et ne jamais perdre de vue ses rêves. Un échange sincère avec un homme passionné et passionnant. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par cette nouvelle histoire. Bonne écoute. Salut Ludo. Salut Julien. Bienvenue sous notre beau soleil. Aujourd'hui tu vas nous parler de ta vie depuis que t'es né. Surtout tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé dans ta vingtaine. Je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Ludovic, j'ai 34 ans. Je suis né à Monaco, mais j'ai vécu pas mal de temps à Beausoleil. Donc je connais très bien Beausoleil, surtout mon enfance. Et je travaille dans le sport automobile et je dirais même en dehors du sport automobile, dans d'autres domaines, la musique, un peu le cinéma maintenant. Donc, T'es polyvalent. exactement. Tu disais que tu connaissais bien Beausoleil, t'as fait plusieurs quartiers quand t'étais jeune. Ah ouais, quand j'étais petit, on a pas mal déménagé, donc je crois que j'ai fait quasiment tous les quartiers de Beausoleil. Principalement, j'aurais dit boulevard de la République, un peu le centre de Beausoleil, près de la mairie, tout ça, et finir côté Moneghetti. Et qu'est-ce que tu préfères comme quartier? Je dis, quand j'étais petit, forcément, la République et tout, c'était bien, t'avais la grande place, tu pouvais faire du vélo, jouer au foot, enfin, faire plein de choses, donc c'était cool. Après, quand tu grandis, je pense que c'est mieux d'avoir un truc plus calme. Ouais, forcément. Et du coup, toi t'as fait tes études à Monaco. Ouais. Et raconte-nous un peu, ça s'est bien passé? Ouais, j'ai fait toute ma scolarité à Monaco, donc j'ai fait bac pro compta, management, après j'ai fait BTS assistant de manager aussi, et après j'avais commencé des études de licence à Nice, et là badaboum. La transition. Avant ça, est-ce que tu avais des passions quand tu étais jeune? Ouais, forcément, mon père il était mécano, donc le sport auto en plus, Monaco. Monaco, c'est difficile d'éviter les voitures, hein, c'est un Ah peu oui. connu pour ça, donc j'aurais dit principalement les voitures et le sport auto. Ok. Et est-ce que tu voulais déjà faire un métier dans ce secteur-là ou pas du tout? Non, honnêtement, pendant longtemps, j'avais aucune idée. Je savais que je voulais avoir mon business, mais j'avais aucune idée dans quoi ou ce que j'allais faire. Ah oui, c'est bien ce que tu dis. Enfin, tu savais déjà que tu voulais pas travailler pour quelqu'un finalement. Ouais, ouais. Ok, ouais. Ouais, ça c'était assez clair. Mais dans quel domaine et tout, je sais pas. Et donc du coup, tu fais tes études et là, on va rentrer dans le vif du sujet hein, parce qu'on est là pour ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Du coup, 2013, j'étais à la fac à Nice et je me sentais pas trop bien. Donc du coup, je me dis, bon, je vais pas en cours cet après, je vais chez le docteur et tout. On me dit, t'as une laryngite, ça je m'en souviens très bien. Donc on fait les examens, il me donne une ordonnance pour m'acheter des médocs. Je prends les médocs et tout. Et puis quelques jours après, je me réveille à l'hôpital. Ah oui, J'en ris, mais ouais, je me réveille à l'hôpital et en fait, je me suis rendu compte. Enfin, on me dit, déjà, je savais même pas où j'étais apparaître quand on me pose la question que j'étais à l'hôpital. Et puis, je m'en souviens, la première chose qu'on me dit, ah, t'as eu la méningite et tout, t'es pas passé loin, t'avais une chance sur 100 000 de l'attraper, enfin, à ce niveau-là, où je sais plus, un truc du genre. Et moi, je m'en souviens, j'avais dit, ouais, franchement, j'aurais préféré gagner au loto. Et là, tous les docteurs, ils sont explosés de Ah rire. bah oui. Donc, ouais, Attends, mais du coup, déjà, t'es où à l'hôpital? à Monaco. À Monaco. Ouais. Et c'est combien de temps après que tu te sois senti... En fait, tu t'es senti mal, pour qu'on comprenne bien le déroulé. Tu t'es senti Ouais. mal, genre quoi? T'avais des... En fait, je commençais à perdre ma voix, donc c'était une laryngite, je commençais à perdre ma voix, etc., extinction de voix. Et puis, je prends le traitement, et du coup, je commence à perdre ma voix, je prends des médicaments, ça s'améliore un petit moment, et puis, après, ça rebascule, je commence à avoir des vomissements, mal à la tête, des grosses migraines, mal à la nuque Ouais. super raide, tout ça. Et puis, un soir, ça va mieux, et en fait, c'était l'anniversaire de mon frère. Et du coup, en fait, ça allait mieux. Et du coup, mes parents m'avaient dit, ouais, est-ce que tu veux faire l'anniversaire de ton frère et tout, ça va mieux. Je fais, vas-y, go. Et en fait, on fait la nive et tout, très bien. Et là, je pars dormir, sauf que je me réveille à l'hôpital. Putain, mais ça, c'est quand même incroyable que tu pars dormir, toi... Bon, t'étais pas très bien quand même. Non, j'étais pas très bien, Mais tu pars dormir comme quand on est malade, quoi, et tu te retrouves à l'hôpital, quoi. Ouais, exact.
exact. C'est fou. Et combien de temps après, tu sais, tu t'es réveillé? Je crois que c'était 3 jours, non? Il me semble, de mémoire, c'est 3 jours. Alors là, du coup, on est avec la sœur de Ludo et elle nous racontera après son point de vue. C'est pour ça que il vient de lui demander combien de temps. mais donc, du coup, ouais, t'es à l'hôpital, tu te réveilles, mais les médecins ils te disent En fait, de suite c'est une méningite en fait. Je me réveille, mais genre, je suis branché de partout, comme dans les Ouais. films. Et moi, je demande, bah, qu'est-ce que je fous là, en fait? Ouais, toi, tu t'attendais pas. Et là, on me dit, ouais, t'as eu la méningite, mais je comprends moitié ce qu'on me dit, je comprends pas surtout le truc. En plus, ça, je m'en souviens, genre, j'étais attaché au lit. Là, j'étais vraiment comme dans un film, enfin, cauchemar, quoi. Tu te réveilles, t'es attaché, tu sais pas où t'es. Donc, ouais. Ah, cauchemar, là, vraiment. Ouais, vraiment cauchemar. Parce qu'en plus de ça, pendant 3 jours, bon, toi, tu sais pas que ça fait 3 jours déjà, j'imagine. Ouais, clairement. Et Bah, pour moi, c'est comme si je m'étais réveillé le lendemain, quoi. ouais, c'est ça, c'est Donc, incroyable, j'étais quoi. déphasé complet. Et en plus, la méningite, c'est assez agressif. Donc, perte de mémoire et tout. Je savais même plus les noms. Je reconnaissais le visage, mais je souriais, mais je savais plus les noms. Je savais même plus mon âge, plus rien. Enfin, ouais. Et je sais pas, on l'a dit, à quel âge t'avais là J'avais 21, j'allais avoir 22. C'était entre pile poil, bah, juste avant mon anniv, en fait. Ah ouais, d'accord. Et donc toi, t'es là, genre, t'as tes parents qui viennent, tu les reconnais pas? Ouais, genre je les vois, tu vois, je leur souris, mais je comprends pas vraiment. Par moments, je comprends que c'est mes parents, par moments, je comprends pas. C'est arrivé, mon meilleur pote, il est venu, je savais même pas qui c'était. Je le regardais et il me disait, putain, t'es en train de sourire, on dirait, tu souris comme un abéliné, mais En fait- je comprends pas, quoi. En fait, je rigole parce que t'as dit j'ai vu mes parents, je leur ai souri. Le mec est trop sympa. Il sourit, mais il sait pas qui c'est, quoi. Ouais, C'est exactement incroyable. Incroyable, ça. ça. Ouais, ça arrive avec pas mal de personnes d'ailleurs à l'hôpital pendant un bon moment. Mais ouais. Et du coup, donc, le médecin, il arrive, il te dit voilà, t'as eu la méningite. Et quoi après? Mais après, il me dit que. Je m'en souviens plus trop, honnêtement. Je sais qu'ils me disent, ouais, on s'occupe de toi et que si t'as besoin d'un truc, tu vas biper là, sur la télécommande. Mais à part ça, je me souviens pas. Ils ont fait tellement de trucs, tellement d'examens. Je me souviens que tous les jours, putain, ils me faisaient des examens. Des piqûres, mais genre tellement de piqûres qu'à un moment donné, il y avait plus de place et ils me faisaient entre les doigts, entre les orteils et tout. Enfin, je sais plus, à la fin, j'avais une 30aine de piqûres, mais sans blaguer. Donc, Et ils t'ont pas dit si ton pronostic vital il était engagé ou il avait été non, ils engagé? m'ont rien dit. Ils m'ont dit, ouais, t'es pas passé loin, mais ils m'ont rien dit. Ah voilà, ils t'ont juste dit. Non, ça, ils ont dit à ma famille et tout, mais moi, ils m'ont rien dit. Putain, c'est dingue parce que quand même, t'étais majeur du coup. Ouais. Et tu sais même pas trop, là quand tu te réveilles et tout, même les jours d'après, tu sais pas vraiment où t'en es, quoi. Non, ça m'a pris quasiment une semaine pour comprendre à peu près où j'étais, qu'est-ce qui s'était passé plus ou moins. Et après, c'est par la suite que j'ai vraiment su. Ok, ouais. Alors, on va juste faire une pause là, comme ça, les 3 jours qui te manquent, on va demander à ta sœur ce qu'il en est. Salut Rachel. Salut Jus. Alors là, je te reçois donc pour que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé pour toi quand ton frère il a eu la méningite. Donc là, on en est resté avec l'histoire de ton frère que lui, il s'est retrouvé du jour au lendemain à l'hôpital à 3 jours d'intervalle, mais il pensait que c'était le jour d'après. Donc toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 jours-là? Déjà, t'avais quel âge à ce moment-là? Si lui il avait 21 ans, je devais avoir 16 ans. Ok, ouais, donc t'étais ado. Ouais. Et nous au début on pensait que c'était une gastro, etc. Donc pas d'inquiétude. Et moi j'étais dehors avec ma cousine, Cindy. Et là ma mère elle m'appelle, elle me dit Ludovic il a quelque chose de grave, il faut que vous rentrez à la maison de suite et tout. Nanana. On a eu un peu une panique parce que dans ma tête c'était une gastro. La gastro ça dure 3 jours et basta cosy, tu vois. Du coup on retourne chez moi toujours avec ma cousine. Et là il y avait donc les parents de ma cousine. Il y avait plein de monde à la maison, tu vois. Donc là, on comprend que c'est grave et on voit l'état de mes parents. Ma mère en pleure, mon père qui tient le coup, mais voilà. Ma mère, elle nous dit Ludovic, il a une méningite. Ah oui. Et avec ma cousine, on savait pas ce que c'était parce que, même encore maintenant, je pense que c'est pas trop. Ouais, c'est pas trop clair. Connu. On va l'expliquer tout à l'heure. Voilà. Du coup, avec ma cousine, on regarde sur internet ce que c'est, mais les explications, tu comprends pas trop si c'est grave, c'est pas grave. Voilà. Du coup, on rentre à la maison et après, on comprend que c'est grave. Et là, elle nous dit que Ludovic, il est à l'hôpital et qu'ils l'ont mis dans le coma. Là, c'est le début d'un truc qu'on n'avait jamais vécu. Tu vois, dans notre famille, on n'avait jamais eu de choses graves. Et ensuite, pendant les 3 jours, nous, on va le voir, mais en fait, il est inconscient. Donc, Ah oui, donc toi, tu le vois inconscient. Ouais, on peut aller lui rendre visite, mais il était inconscient, quoi. Et on vous dit de lui parler et tout Ouais, ou on nous dit qu'il nous entend. Bon, apparemment pas. Mais on nous dit qu'il nous entend, donc nous, moi, je lui tiens la main, je lui parle, etc. Ah tu ouais, vois,
Même, j'étais toujours avec ma cousine, hein, Ouais. c'était mon pilier pendant ces durs moments, franchement, merci On à elle. l'embrasse elle aussi. Oui, on l'embrasse. Et oui, du coup, on lui parle, etc. Il y a ses amis qui viennent le voir. Et voilà, enfin, Ouais. on prend sur nous, quoi. Enfin, c'est dur. Et je me dis même carrément, j'aurais voulu que ce soit moi à sa place. Ah et tout. ouais. Ah ouais. Je me suis dit ça. Alors que on s'entendait pas vraiment. Enfin, Oui. tu sais, dans l'adolescence, avec ton grand Ouais, frère, ça, on se ouais. prend tout le temps le bec et tout. Et là, je me suis dit, putain, j'aurais voulu que ce soit moi à sa place. Pourquoi Ouais, c'est lui, ouais. nanana. Enfin, Après, on se prend le bec et tout quand t'es ado, mais là, c'est un peu voilà. une dinguerie. Là, quand tu même. te rends compte que, en fait, Ouais. voilà. Et comment tu sens tes parents comment tu sens tes parents? Est-ce que toi, tu te mets un peu en mode en retrait ou tu vois, enfin, est-ce que tu laisses tes parents gérer le truc ou est-ce que toi, tu prends le lead à 15 ans, tu vois, 16 ans? Ah non, pas du tout. Ouais. Mais après, mes parents, ils ont été très entourés par leurs amis, par la famille, tu vois. Donc, il y avait tout le temps quelqu'un à la maison. Ouais. Il y avait ma grand-mère, il y avait les parents de ma cousine Cindy, les amis de mes parents. Enfin, ils étaient jamais seuls, quoi. Ouais. Donc, ça les a beaucoup aidés. Et moi, à 15 ans, franchement, Oui. j'avais pas les épaules pour assumer Ouais, tout c'est ça, clair, quoi. ouais. Donc, je les ai laissés gérer et moi, j'ai fait ce que je pouvais dans mon coin, quoi. Et aussi, on l'a pas dit, mais vous avez un petit frère, donc lui, il avait quel âge? Un an Lui, de il moins. a 1 an de moins que moi, donc il avait 14 ans, quoi. Ouais, et lui, vous savez comment. Il parle pas trop, lui. Il exprime jamais ses émotions, donc on voyait qu'il était touché, etc. Donc, moi, je voyais qu'il était triste, donc il restait avec nous, etc. Enfin, mais on n'a jamais eu de conversation là-dessus, Ouais, tu vois. ouais. Genre, comment il a vécu, etc. Ouais. Et donc, du coup, là, vous passez les 3 jours à l'hôpital, j'imagine. Ouais, les donc allers-retours. on fait les allers-retours, enfin, surtout mes parents, plus. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'étais au lycée, donc je crois que je loupe des cours d'école. Et après, il sort du coma et en fait, il fête son anniversaire à l'hôpital. Ce qu'il n'a pas dit, mais il fête son anniversaire à l'hôpital. Ok, ouais. Donc là, ses amis, tout le monde lui amène des trucs à manger et tout, mais miskin, il peut rien bouffer parce qu'il sort de 3 jours de coma. Ah ouais. Il peut à peine boire, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc tout le monde lui amène du iced tea, des gâteaux et tout, genre trop content, mais lui, il touche rien. Ah, le pauvre. Ouais, donc déjà, fêter son anniversaire à l'hôpital, pas cool, mais dans ces conditions, voilà. Ok, ouais, donc ça t'a laissé quand même un souvenir un peu fort quand même, quoi. Ah oui, ouais. Et bon, on va finir, enfin, on va reprendre avec Ludovic qui va nous raconter la suite de l'histoire. Mais toi, est-ce que ça t'a changé sur ta vision de ton frère, quoi, du coup? Ah oui, tu te rends compte. En fait, c'est quand t'es ado, tu te rends pas compte que tu peux perdre des gens. Et là, tu te rends compte que vraiment la vie, en fait, c'est qu'un fil, quoi. Ouais. Là, tu penses que c'est une gastro, le mec, il est dans le coma 3 jours. Oui, c'est ça, ouais. Tu dis waouh. Et tu relativises sur plein de choses après. Donc, Et t'as l'impression que ça vous a plus soudé, du coup? je pense, oui. Mais on s'est pris moins la tête après ça, je trouve. Ouais. Parce que vraiment, quand on était jeune, c'était chien et chat, quoi. Ouais. Mais depuis, tu sais, je suis beaucoup plus empathique avec lui que je l'étais pas du tout avant. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok, bah merci Rachel en tout cas pour ça. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et à bientôt. À bientôt. On reprend avec Ludovic et là, donc toi tu viens de te réveiller, t'es à l'hôpital, on vient de t'annoncer que t'as une méningite. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, il y a pas mal de traitements. J'essaie de comprendre la situation. Et en fait, je suis branché de partout. Et le truc que je me souviens au début, c'est que j'avais le masque et tout. Enfin, j'étais attaché au lit et en plus, j'avais le masque. Donc, comment faire péter un câble? Même quelqu'un qui n'est pas claustrophobe, il va péter un câble forcément. Donc, du coup, moi, je faisais des signes. Je leur disais, enlevez-moi le masque. Et du coup, après, tu te donnais 2 petits tuyaux là, que tu mets dans tes narines. Ah ouais. Parce que je dis, je peux pas avec le masque, ça me fait paniquer. Et du coup, c'est pire, ça m'aide en rien en fait. Mais parce que du coup, pourquoi t'avais le masque? Parce que mon taux d'oxygène, il était hyper bas, quoi. J'étais bien flingué, bien comme il faut. Mon taux d'oxygène, il était super bas. Je sais plus. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était descendu à 20% ou un truc comme ça. Donc, il fallait que ça remonte au moins à 80. Donc, il y avait du boulot, quoi. C'était trop bas, quoi. Et du coup, je leur dis non, mais déjà un truc, vous me détachez, quoi. Ouais. Déjà rien que ça. Je dis, Mais ils t'ont dit pourquoi ils t'avaient attaché en fait? Parce qu'en fait, c'est entre le coma et le reste, ils savent pas comment tu vas réagir. Les traitements, tu peux être agressif, il peut se passer plein de trucs. Même pour toi, c'est pour ta sécurité en fait, que tu tombes pas du lit ou voilà. Donc du coup. Parce que quand t'étais dans le coma, du coup, toi, t'as rien entendu, t'as rien. Non. Comme elle nous disait ta sœur tout à l'heure, Ah, qu'elle non. t'avait parlé, mais bon. Et du coup, quand tu étais dans cette période-là, tout à l'heure, tu disais qui a prévenu tes proches, enfin tes autres proches, du coup, tes amis et tout? En fait, c'est que vu que j'étais dans le coma et tout, j'avais pas mon portable, mais mes potes à ce moment-là, ils voient, ça fait 3 jours que je suis pas venu en cours, je réponds à aucun message, aucun appel, rien de personne. À l'époque, c'était Facebook, donc pareil, Facebook, je poste rien, je dis rien.
Bon, là, tout le monde se dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je crois que ma mère avait donné mon tel était déchargé au début, puis elle avait donné à ma soeur, et elle a dit, bah regarde Ouais. qui lui a écrit, ses amis et tout. Tu passes combien de temps à l'hôpital là? Au total, j'ai fait 2 semaines à peu près, Ah, quand même, ouais. et 1 semaine en réanimation. Et en fait, je me suis fighté avec eux parce que je leur ai Ah, dit que je voulais aller dans la partie normale de l'hôpital. Parce qu'en fait, en réanimation, les gens ils savent pas, mais tous les gens qui arrivent dans un mauvais état, bah, je sais pas, accident de la route, tout ce que tu veux, bah, ils passent par là. Donc, moi, ça par contre, je m'en souviens quand je ah ouais. dormais, j'entendais les gens, des gens qui étaient en train à moitié de mourir, d'autres qui étaient en train de mourir, j'entendais des gens pleurer, les Ah familles, ouais. tous les trucs, voir les corps et tous les trucs. Donc, moi, j'ai dit non, moi, je m'en fous, je reste pas là, démerdez-vous, mais Ouais, toi, ça je te veux mettait dans aller. une ambiance Ah pas. ouais, ouais, tu peux pas te rétablir dans une ambiance, dans une vibe comme ça, c'est impossible. Donc moi j'aurais dit non, moi je veux aller dans la partie normale de l'hôpital, vous débrouiller et tout. Et ils m'ont dit ouais, mais si tu vas aller là-bas, euh, tu dois pouvoir être en mesure de marcher par toi-même. J'ai dit ok, là tu vas pas me le dire 2 fois. Ouais, J'avais un pote à moi qui était venu et j'ai attrapé la perche là avec la perfusion. avec la perfusion, et à chaque fois dès qu'il venait je dis viens on va marcher, viens on va marcher, viens on va marcher, et elle me Ah disait ouais. pourquoi, je lui dis vas-y, si on va pas marcher ils vont pas me laisser partir, ils vont pas me laisser aller, donc viens on va marcher. Et c'était ça la motivation. Du lit à la chaise, j'avais tellement des migraines Ah ouais. des vertiges que je vomissais en fait. Ah oui, Juste de d'accord. passer du stade allongé à assis, ça me faisait vomir. Ouais. Mais est-ce que tu sais à cette période-là où tu essayes. Parce que du coup, t'as perdu. Enfin, t'arrivais plus à marcher parce que t'avais plus de muscles et tout, j'imagine. Ouais, j'avais perdu je crois 10 kilos ou plus. Est-ce qu'on t'a dit que t'étais sorti d'affaires? Quand t'as réessayé de marcher et tout, c'était pour changer de service, mais pas pour sortir, en fait. Ouais, exactement. Ouais, Non, mais j'étais pas, j'avais zéro garantie, hein. C'est ouais, pour ouais. ça que j'étais en mode observation. Donc tous les jours, ils venaient faire des piqûres, des prélèvements, des tests et tout, des scanners. On va peut-être parler de la méningite maintenant. Est-ce que c'est une maladie qui est connue déjà? Bah, je pense que en fait, le problème de la méningite, elle est très présente, surtout chez les jeunes. Mais on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de cancers, Ouais. beaucoup de maladies, etc. Exemple le Covid et tout, mais alors que la méningite, ça existe depuis bien longtemps. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de méningite. Moi, j'ai eu la méningite bactérienne, donc c'est la Ah. pire, malheureusement. Et en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de vaccin contre celle-là. Il y avait des vaccins pour toutes les autres formes sauf celle-là. Donc maintenant, Donc, il y a un vaccin pour ça. ouais, maintenant, il y a un vaccin en plus qui est en remboursé. Je sais qu'en Ah. France et dans pas mal de pays européens, ils poussent vachement là-dessus. Et dans quel cas tu dois te faire vacciner? Tout le monde doit se faire vacciner? Ouais, en fait, en général, c'est soit quand t'es enfant ou soit quand t'es ado, jeune adulte, etc. Ouais. Et, euh, et ça te permet justement que si t'attrapes la méningite, à 80%, 90% d'éviter de te trouver dans une situation comme la mienne. Ouais, extrême quoi. Exactement. Parce que ça protège vachement bien. On n'est pas dans les trucs de vaccins de Covid ou des trucs, on va dire, où tout le monde fait des théories du complot. Non, là, ça marche vraiment. Ouais. Euh, et du coup, en fait, la méningite, c'est la bactérienne, c'est une partie qui attaque les méninges, donc la partie qui fait partie du liquide de ton cerveau, tout ce qui est autour de ton cerveau, qui attaque les méninges. Ouais. Donc ça t'attaque, c'est pour ça que tu en meurs rapidement, parce que ça t'attaque ton cerveau, du coup tes muscles et tout ce qui va avec, Ouais, ça va vite quoi. et ça va très vite. Tu peux mourir en 24 heures. Oh là là. Euh, et du coup, en fait, les symptômes principalement, comme je disais, tu as des vomissements. Bon, ça peut arriver, comme on disait, comme le disait ma soeur, tu penses à la gastro, etc. Mais ce qui fait la différence, c'est quand tu as des raideurs de nuque. Tu sais, quand t'es fatigué, t'as mal au cou. Ouais. Mais là, c'est vraiment version extrême, comme si t'avais un torticolis dans ce style-là. Euh, la sensibilité à la lumière. Tu te sens comme un vampire. Donc, Ah dès qu'on ouais. allume une lumière, tu pètes un câble, ça te fait mal et tout. Donc, ça, c'est super important. Euh, Il y a, il y a la toux aussi. Et il y a aussi la version extrême que j'ai eue où, en fait, t'as des taches violettes qu'on appelle purpura, c'est comme la varicelle, Ouais. sauf que c'est violet. Là, en fait, si tu vois ça, tu cherches pas à comprendre, t'appelles le SAMU direct. Mais sur le corps, t'avais des taches ou à des endroits Ouais, ils ont vu. spécifiques? Ils ont vu, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est vicieux, tu le vois pas, c'est pas apparent de partout Ouais. et tout. Il faut vraiment checker. En fait, mon docteur a vu ça et direct, c'est comme ça qu'ils ont appelé l'ambulance, quoi. Ouais, bah Sachant qu'en c'est plus, important de le dire. Quoi. anecdote de ouf,
Il voulait pas venir parce qu'au début, il disait que c'était une gastro. Donc, c'est Aïe, mon aïe, aïe. docteur qui a dû insister. Et après, eux-mêmes se sont retrouvés en quarantaine. Parce que c'est. Est-ce que c'est contagieux? Ouais, c'est Ah, contagieux. c'est ça. Donc, je sais que tous ceux qui étaient autour de moi, ils ont eu un traitement. Mon cousin aussi, avec des effets secondaires assez marrants. Du style faire pipi d'une couleur différente. Ah oui, d'accord. Ouais, ça a dû l'inquiéter, ouais. Ouais. Donc, Donc c'est tout ton surtout ça. entourage a pris. Ouais, parce qu'ils ont fait une enquête. Hein, Ouais, il y a ouais. une enquête de. J'ai oublié l'ARS, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont fait une enquête pour savoir où est-ce que je l'avais attrapé, avec Ah, qui j'étais en contact, etc. Avait passé, je crois, les dernières 48-72 heures avec moi et ils ont tous contacté. et est-ce que tes parents aussi ils ont pris le traitement ou quand t'es Ouais, un peu plus âgé non, ouais. tout le monde. Tout le monde. Oui, c'est pas Là, que sur le les jeunes, coup, quoi. ouais, sur le coup, là, sans exception. Ouais, vu qu'ils avaient un contact direct avec Exact. toi, ils ont pas cherché à comprendre, quoi. Exact. Ouais. Du coup, tu finis par sortir de l'hôpital, vu que t'es là aujourd'hui. Ouais. Alors dis-nous, comment ça s'est passé, cette... Je suis sorti de l'hôpital, mais comment dire ça? C'était un peu un contre-coup parce que j'étais content de rentrer, mais de l'autre côté, en fait, je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est à la normale, mais pas du tout, ça m'a pris tellement de temps. Ouais, là, on part vraiment sur l'après. Ouais, là, Une fois que pour les médecins, c'est OK pour que tu sortes. Toi, tu ouais. sors, mais t'as tout le reste à faire. Bah, il y avait plein de trucs où j'étais interdit de faire. Ah ouais, comme quoi? Pendant rien que de sortir dehors. Ah d'accord. Parce que vu que c'était début d'hiver, donc ils m'ont dit niet. Ah oui, OK. Ouais. Là, il y a plein de bactéries, il y a plein de trucs, t'es trop faible, donc niet, tu sors pas. Oui, parce qu'en fait, ça t'avait affaibli, donc t'aurais pu Ouais, choper mon des trucs, système quoi. immunitaire il était vachement bas, donc j'ai dû prendre un traitement et ça a pris pas mal de temps. Prendre plein de choses que j'ai pas pu faire jusqu'à que le docteur me donne le feu vert. Et après, rééducation, c'est moi-même qui me l'a su faite en vrai. En plus, à cette époque-là, j'allais pas mal au sport, j'entraînais aussi au foot à Monaco. J'étais passé de bosseler à Monaco, j'entraînais au foot avec mon cousin Roby, le frère de Cindy, du coup. Et du coup, c'est comme ça que je m'étais remis au sport, il venait avec moi, j'allais à la salle, on allait nager, etc. Ouais. Vraiment me remettre au niveau parce que j'avais perdu trop de poids, trop de muscles, etc. Donc, Il fallait que tu te remettes en forme. ouais, exactement. Donc, ça a pris pas mal de temps. Et après, qui m'a pris le plus de temps, c'est la mémoire. J'ai Ah ouais. perte de mémoire, mais il y a plein de trucs que je me souvenais pas du tout, que ce soit mémoire, je dirais, proche ou lointaine. Donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Euh, Après, de comprendre aussi, avec les rapports des docteurs et tout, ce qui m'était vraiment arrivé, faire pas mal de recherches, etc. Donc là, c'est comme ça que j'ai commencé à être toujours via Facebook, à être en contact avec des assos, pour leur dire, voilà, j'ai eu ça, je comprends pas, c'est quoi le truc. Ah oui, t'as cherché... Enfin, c'est- tu t'es mis sur des groupes, t'as cherché à comprendre... Ouais, et surtout, est-ce qu'il y avait des séquelles après, est-ce qu'il y avait d'autres trucs, Ouais. qu'est-ce que je dois faire, pas faire, enfin... Et est-ce que tu voulais rencontrer d'autres gens qui l'ont eu aussi? Ouais, du coup, j'avais discuté avec certains ou des familles de certains qui l'ont eu, qui étaient soit qui en étaient morts, soit qui Oh là. étaient bien rétablis, certains qui ont été, et ça faut le dire aussi, malheureusement, il y a beaucoup qui sont amputés. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ah bon? Le plus gros exemple, c'est le plus connu, c'est Théo Curin, qu'on voit souvent à la télé. Théo Curin, il a eu la méningite. Ouais, Lui, il a eu la c'est- méningite quand il était enfant, mais comme il le dit lui-même, pour l'avoir rencontré, je reviendrai dessus, mais ça a été entre guillemets plus facile parce que il était jeune, donc il comprenait pas vraiment ce qui lui Oui. arrivait. Moi, j'étais adulte, donc tu sais qu'à un moment donné, t'es pas passé loin, qu'il s'est passé beaucoup Ouais. de choses. Bah, c'est vrai que lui, j'avais vu une interview et il disait que lui, il a toujours été habitué en fait, à vivre comme Ouais, ça. exactement. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est quand il t'arrive des choses jeunes, tu t'habitues, enfin, ton corps, il s'habitue vraiment vite, quoi. Tu veux nous parler de Théo ou Ouais, en fait, ça rejoint la partie, je dirais, c'est ce qui a fait le lien méningite et mon boulot actuel. Ah bah tant mieux, on Donc- transitionne alors. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, après ça, j'ai pris pas mal de temps à récupérer. Ça m'a pris, je dis bien 2-3 ans hein, à me retrouver Ah entre oui. guillemets à la norme. Ouais. Ah oui, On ne dirait pas comme ça, ouais. les gens voyaient pas, mais moi-même, de me sentir moi-même à nouveau, ça m'a pris bien 2-3 ans. Ah ouais, putain, c'est dingue. Et puis à la base, j'étais censé faire une école de journalisme sportif, sauf que quand ils m'avaient accepté, j'étais à l'hôpital, donc Ouais. flingué, plus la rééducation et tout le truc, c'était impossible. Donc du coup, j'avais pas mal de temps pour réfléchir. Je me suis dit, bon, là, j'ai une deuxième chance, je vais faire un truc que j'aime. Et en fait, j'étais bon en management déjà, soit en cours, dans le foot et tout ça, donc je me suis dit, ok, allons voir. Et
le sport auto qui était une passion, je me suis dit, je vais discuter avec 2-3 potes et voir. Parce que je pense qu'il y a du management, il y a des trucs qui marchent pas nécessairement bien, que peut-être que je pourrais apporter ma contribution. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé de fil en aiguille. Mais du coup, t'avais déjà des contacts dans le milieu ou pas En du fait, tout? j'avais des potes qui étaient en compète, qui roulaient en monoplace, des potes qui roulaient justement à cette époque-là et qui roulaient en Formule Renault Ouais. contre Charles, Gasly et tout ça. Donc j'avais 2-3 potes déjà qui étaient en train de rouler, ou d'autres en endurance. Donc oui, c'est plus des potes que j'allais voir ou supporter. Et du coup, c'est comme ça Ouais. que ça s'est... Tu t'es fait ton Ouais, ton petit carnet à d'adresses, petit, quoi. et surtout me rendre compte que ouais, c'était vraiment un truc que j'aimais, quoi. Parce Ouais. qu'il y a la différence entre le voir de l'extérieur, le voir à la télé, et le voir de l'intérieur. Des fois, on peut Oui. être déçu, on trouve ça génial à regarder à la télé, mais en fait, de l'intérieur, c'est nul. Ah bah c'est clair, ouais. Ça aurait Donc, pu très bien juste rester une passion ouais, exact. à regarder, mais pas à contribuer, quoi. Exact. Je commence avec un pote à moi qui était pilote. On part à Dijon. En plus, c'était 6-8 mois après la méningite seulement. Ah oui. Et on part à Dijon avec un pote, et mon père vient aussi. Et j'organise une journée, on loue une F4 et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que premier truc, on fait un record de la catégorie, record du tour. Ah oui, d'accord. D'entrée. Mais c'est lui qui conduit, c'est ton Ouais, pote qui c'était lui qui conduisait, ok, conduisait. ouais. Moi, j'avais tout organisé, la Ouais, logistique, la ouais. voiture et tout. Et là, je me dis, ouais, putain, c'est ouf. En 6 mois, j'étais mort Ouais. à faire un record sur un circuit la première fois, ok. Je me dis, bon, je m'enflamme pas parce que je me dis, ouais, peut-être c'est la chance du débutant, tout ça. Après, on le refait une deuxième fois avec un autre pote, ça marche très bien. Je dis, bon, 2 fois, ok. Troisième fois, pareil. Et puis, le truc qui fait un peu la confirmation, c'est 2018. J'ai un pilote qui me contacte pour l'épauler pour le Grand Prix historique à Monaco. Ouais. Et là, on va dire, c'est là un peu que tout commence parce que je vois que j'arrive à tout gérer, ça se passe bien, on fait des résultats de fou. On avait amené la voiture à la rascasse, du coup, ma famille, mes amis pouvaient voir la voiture, faire des photos avec et tout ça. Du coup, pour qu'on Et, comprenne bien ce ouais. que c'est ton rôle exactement, c'est tu t'es coordinateur finalement. Ouais, en fait, à la base, je fais du team management, du management de pilote, et aussi du scouting, un peu comme dans le foot, dans les autres sports où tu trouves des jeunes Ah oui, ok, ouais. pour les mettre dans le centre de formation, mais on a la même chose par rapport à la F1 et tout ça. Et par exemple, moi, je bosse avec une équipe de F1, plusieurs, où je repère des jeunes en karting et je leur dis, bon, ce gamin-là ou cette gamine-là, elle a un Ouais. potentiel. Ce serait bien de l'observer. Et après, si ça se passe bien, on va discuter avec l'équipe de F1, voir s'ils vont nous proposer un contrat, etc. Bon, ça, je prends les choses à l'envers, mais vu qu'on parle de Ouais. F1, que c'est le truc le plus gros à l'heure actuelle, ça s'est fait récemment, mais du coup, j'ai pu aller visiter une équipe de F1, aller dans l'usine, Ah ouais. rencontrer le boss de l'équipe et Là, tout ça, ça. c'est ton Graal, quoi. Ouais, là c'est le top. C'est la petite parenthèse F1 parce que c'est un peu le Graal, le top du top. Mais Ouais. pour revenir au début, du coup, j'ai fait le record. On a fait le record à Dijon. Après, on est passé par une petite catégorie. Après, le Grand Prix historique à Monaco, très bien passé. Du coup, 2019, j'ai un pote à moi qui roulait contre Charles en monoplace, Mhm. qui se battait contre eux. Et eux, en fait, ils continuent vers la F1, mais lui, il bifurque vers l'endurance parce qu'il n'a pas le budget pour ça. Ok, ouais. Parce Et que en fait, c'est un budget, hein, pour ouais, c'est énorme, on est en millions d'euros. Et en Ouais. fait, il se retrouve backé par Nissan. Donc très bien, c'est Nissan qui couvre tout. Sauf qu'il n'a pas de manager. Et il n'a pas envie de prendre quelqu'un qu'il connaît pas ou quelqu'un qui est beaucoup plus vieux. Et nous, on était très bons potes. Et du coup, j'en parle à sa mère quand on était au circuit. Et je lui dis, bah voilà, moi, je me lance dans le management et tout. Est-ce que tu penses que ça peut intéresser? Elle me dit, ah, putain, franchement, c'est génial et tout. En plus, t'es là, tu sais comment ça se passe. Donc elle me dit, bah vas-y, parle-en lui et vois. Je commence avec lui en endurance, donc on part à la dinguerie Silverstone, Oui. circuit super connu en Angleterre. Et du coup, je suis à l'intérieur, là, je suis plus spectateur ni Ah rien. Je suis à l'intérieur, je suis avec le pilote. Je fais la liaison entre le pilote et l'équipe. Et je croise pas mal d'autres potes pilotes, du coup, qui sont assez Ouais. surpris de me voir là. Et en fait, ça se passe bien jusqu'à, encore une histoire de fou, on est en course, du coup en endurance on échange les pilotes, il y a 3 pilotes, Ok, donc ouais. ils se font des relais. Et en fait, je reçois un message d'un pote qui me dit, il y a un accident qui s'est passé sur une autre course. Donc il me dit, je dis ok. Et puis après j'ai mon frère qui m'envoie un autre message qui me dit,
t'as une chaise là, assis-toi. Là, je me dis, ouais, ça sent mauvais. Et en fait, mon frère m'appelle et me dit, bah ouais, c'est Antoine. Et Donc, en fait, c'est Antoine Hubert, un ami à moi qui était ok. pilote en monoplace, qui a eu un accident à Spa-Francorchamps en Belgique, le week-end de la F1, qui s'est fait rentrer dedans par un concurrent, parce qu'en fait, sa voiture, elle a tapé le mur, elle a rebondi, elle s'est retrouvée au milieu, il s'est fait percuter à plus de 200. Donc, il est mort sur le coup. Aïe, aïe. Et du coup, j'ai dû prendre sur moi, parce que mon pilote, il était dans la voiture, Ah ouais. etc. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il a fini son relais, il finit la course, ça se passe bien. Là, il y a quelqu'un qui lui envoie, malheureusement, les réseaux. Les gens, Ouais. ils ont pas trop de cerveau des fois. Il lui envoie, ouais, ton pote, il est mort. Mais comme ça, et là, du coup, il pète un câble, personne ne Ouais. comprend dans l'équipe. Là, ils savent pas ce qui se passe. Et là, je leur explique, je dis, bah là, on a un pote qui vient apparemment de décéder en course. Donc, je dis, c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Ouais. Laissez-le aller au camion. Il va se calmer. On avait de la chance qu'il ait un coéquipier qui était assez âgé, expérimenté. Donc du coup un peu comme un mentor qui a tout de suite compris. Ouais. Et il est allé dans le camion avec lui. Après moi je suis venu, tout le monde est venu lui parler, on s'est parlé et c'était vachement chaud. Ouais, bah, surtout pour. Surtout que juste avant la course on s'était envoyé un message en mode ouais bonne course. Ah là là. Parce qu'il savait que nous on était en course Ouais, aussi. ouais. Donc c'était vraiment... Puis c'était une de tes premières expériences en plus. Ouais, Donc, c'était vraiment chaud. Et du coup, je me suis posé des questions. Je me dis, ouais, est-ce Ouais. que j'ai envie de continuer là-dedans et de voir des potes à moi mourir et potentiellement pas être responsable, mais Non, de mais faire ouais. partie du truc, tu vois. Donc, je me suis beaucoup questionné. Puis c'est Euh, pas. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas la même histoire. Si toi t'es en train d'attendre ton pilote et qu'il se passe quelque chose comme ça, t'as dû te poser ça aussi comme Ouais, question. exactement. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je veux vraiment continuer ou pas? Ouais. Parce que est-ce que j'ai envie de vivre ça après ce qui m'est arrivé à moi personnellement? Je suis Ouais. pas trop sûr. Mais on s'est dit, ouais, il aurait aimé continuer, il aurait continué. Oui, c'est sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, on va dans un centre de préparation de pilote physique et mentale. Et je retrouve le pilote qui avait eu l'accident avec lui, qui avait eu des Ah. multiples opérations des jambes et tout. Ouais, lui aussi, il était pas dans un Ouais, bon état. ouais. Il est pas passé loin non plus. Mm. Il a eu un peu plus de chance et du coup, on avait passé un moment ensemble. Il s'était entraîné et j'ai dit, putain, ce gars-là, il lâche pas l'affaire. Ça me rappelait un peu ce qui m'était arrivé. Ouais. Du coup, on avait parlé de ça, j'avais échangé sur ça aussi. Et on disait, bah, ouais, les gens, désolé, vous avez pas d'excuses parce que si quelqu'un comme lui, Ah oui, c'est clair. il se remet, il s'entraîne pour retourner piloter après ce qui lui est arrivé, ben, t'as pas d'excuse de ne pas aller t'entraîner ou de te plaindre pour revenir à Théocurin. Du coup, Ouais. j'avance dans le temps, tout se passe bien, on fait pas mal de courses. Je vais au Japon faire les 24 heures de Fuji. Ah oui. Donc là, avec le pilote Yann Mardenborough, sur qui ils ont fait le film Gran Turismo. Donc Oui, là, oui. j'ai bossé aussi avec Sony sur le film Gran Turismo, etc. Donc première expérience au Japon. Pareil, on va au Japon, on fait pole position. Là, je me dis, attends, chaque fois que je vais quelque part, on fait un truc de fou comme ça, ok. T'es un petit porte-bonheur finalement. Ouais, j'espère. Et du coup, ça se passe plutôt bien, donc c'était top parce qu'on a eu le bénéfice de participer à la course, mais aussi visiter un peu Tokyo, tout ça. Bah oui. Donc. Et attends, juste pour qu'on comprenne, t'as une ouais. société qui est à toi du coup? Ouais. Là, j'ai une société. En fait, je suis avec un associé à Monaco, donc. Ok, ouais. Donc, on a une société. Et Qui fait tout t'as ça. créé ta société avant Ouais, avant, j'avais fait ma société. J'étais à Maurice, parce que je suis aussi mauricien, donc j'avais fait ça. Et puis. Après, Monaco, c'est la place du sport auto. Donc, quand Oui, j'ai eu bah oui, l'opportunité carrément. de le faire aussi ici, on n'a Ok, pas ouais. hésité. Je me suis associé avec quelqu'un qui a l'expérience. Et Ouais, parce que comme ça, voilà. du coup, ça te fait. Enfin, ta société te permet de voyager. C'est pas à tes frais. Ça, je veux dire. Exactement. Non, c'est les équipes ou les pilotes. voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis, Donc là, t'es au Japon. au Japon, ça se passe bien, la course, tout ça. On continue, on évolue. Et puis, la dernière en date, l'année dernière, du coup, 24 heures du Mans. En fait, juste avant les 24 heures du Mans, moi, j'ai commencé à faire des conférences sur la méningite. Au Ah début, oui. c'est un truc que je parlais pas du tout. J'en ai jamais parlé en public. Je voulais pas en parler. Et puis, une fois, c'était une asso de mémoire qui m'avait demandé est-ce que tu aimerais pas partager ton histoire, expliquer ce que c'est, etc., ton feedback, etc. Donc, je dis pourquoi pas. Et puis, j'ai été contacté par une société qui organise des conférences et qui bosse beaucoup avec les pharma Ok, et qui ouais. avait justement besoin de gens pour partager leur expérience de la méningite. Oui, parce Donc qu'il faut que des ça ambassadeurs, des gens qui parlent de Ouais. la méningite. Faut que ça se fasse connaître aussi. la maladie, quoi. Exactement, et expliquer les symptômes, les conséquences et tout ce qui va avec. Et du coup, j'ai fait pas mal de conférences. J'ai fait en Belgique, au Danemark, en Afrique du Sud. Ah ouais. Et donc là, j'arrive entre guillemets à la fin de contrat de cette partie de conférence.
Et on me propose de faire une prolongation. Et en même temps, en fait, une semaine avant, je me retrouve sur le circuit. Et chose incroyable, j'étais avec un ami, on était en test. Et là, je vois une voiture qui passe avec un gros sticker méningite et tout dessus. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire là? Et du coup, je vois la société en question et tout. Je dis, bah attends, ça, j'ai l'impression que je connais quelqu'un qui bosse. Et là, j'envoie la photo. Et là, on me dit, mais ne la poste surtout pas. Et là, Ouais. j'ai compris que j'étais tombé sur un truc énorme. Et je leur ai dit, bah, vous avez vu, quand je vous ai dit que je travaillais dans le sport auto, c'est pas des bêtises. Ouais. Et j'étais vraiment là, j'ai vu la voiture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais spoté la voiture avant Sanofi, du coup, qui a fait cette OP. Et du coup, c'est là où ça a déclenché un contact, parce qu'ils ont dit, bah attends, en fait, il travaille vraiment dans le sport auto, il a eu la méningite, il faut qu'on discute avec lui. Ouais. Et une semaine après, on m'envoie en last minute, bon, on va présenter la voiture sur les Champs-Élysées au QG de Sanofi, et on va faire une campagne pour sensibiliser à la méningite avec McLaren. C'est incroyable, quoi. Et Théo Curin. Et là, je me retrouve avec prolonger le contrat ou rester en mode stand-by et aller. Donc, je prends mes sous, je dis, tu sais quoi, c'est truc d'une vie, je m'en fous, Ah j'y bah vais. ouais. Je vais à Paris, je vais aux Champs-Élysées et tout, j'arrive. Et à la base, j'étais censé juste être un guest parce que j'avais la méningite, que j'étais dans le sport auto. Mm. Et en fait, je commence à discuter avec les gens de Sanofi et tout. Je croise Théo Curin. Et en fait, Théo Curin, il se trouve que son agent, c'est l'ami d'une amie. Oh Donc là là, là. elle était au courant, on a commencé à se parler. Elle savait que j'ai eu la méningite aussi. Puis des gens de Sanofi, je crois qu'ils m'avaient vu sur LinkedIn ou quelque chose comme ça. Donc ils savaient plus ou moins qui j'étais. Le Ouais. mot s'était un peu passé, donc tout le monde commençait à me parler. Et à la base, la voiture elle était couverte. Il y avait une conférence donc, que Théo Curin a fait avec les pilotes de McLaren, les Ouais. représentants de Sanofi, McLaren, tout ça. Et puis la voiture, elle était dehors sur les Champs-Élysées. Elle était couverte. Et puis c'est eux qui l'ont débâchée. Mm. Et moi, je me retrouve comme ça, à regarder et tout. Et là, on me dit, bah vas-y, toi aussi t'as la magie, vas-y, va sur la scène avec la voiture et tout. Et là, je me retrouve sur le strad avec la voiture, les pilotes McLaren, Théo Curin et tout, alors que j'étais pas du tout prévu. Donc tous les médias qui prennent des photos et tout, Ouais. un truc de fou. Et puis j'étais juste censé repartir. Et là on me dit non, attends. J'ai dit attends quoi? Bah en fait il y a un déjeuner et tout, mais on aimerait bien que tu restes. Bon bah ok, hein, si t'insistes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en fait ce qui se passe c'est qu'on déjeune avec les responsables de McLaren, les pilotes de McLaren, les responsables de Sanofi. Ça, Et c'est dingue. puis en échangeant je connaissais un des pilotes. Et commence à se dire entre eux, tu sais quoi, ça serait bien d'avoir Ludo avec nous en fait, parce qu'il connaît Sport Auto, il a la méningite. Ah bah là, oui. Et en fait, le problème, c'est que Théo Curin, il parlait pas anglais. Ah. Et il dit, ouais, mais Ludo, il parle bien anglais en plus et tout, donc pourquoi on le prend pas dans le truc? Et je dis, oh putain, c'est quoi ce truc là, c'est quoi ce traquenard? Et je me fais pas de film, on mange tout ça, je fais, ok, merci, génial, nanana. Je repars, je prends mon avion. Et puis, quelques jours après, on me dit. Bon, on a bien discuté, on aimerait bien que tu fasses partie de la campagne de sensibilisation à la méningite aux 24 heures du Mans. Donc on aimerait bien que tu viennes au Mans avec l'équipe, avec les pilotes et faire des interventions. Je fais vas-y, ok, moi j'étais censé déjà aller au Mans parce que je m'occupais d'un pilote. Donc en fait je me retrouve au Mans en 2 étapes. Donc je vais au Mans. Et puis on me dit, bah ok, on s'occupe de tout, on te prend le billet, voiture de loc, la totale Ouais. et tout. Ok. J'arrive, je prends mon avion, j'atterris, je vais à l'agence, je prends une voiture de loc, voiture bien sympa, une petite polo, tout tranquille. Et là, je me dis, bah ok, je vais à l'hôtel. Et en fait, j'arrive et je me retrouve devant un château. En fait, c'est pas un hôtel, c'est un château. Oh punaise. Du coup, je me retrouve dans un château avec les pilotes et tout. Et je vois sur chaque porte, il y a le nom. Il y avait mon nom sur une porte aussi. Oh là là. Le gars qui m'accueille et tout. Et je me dis, c'est quoi le délire? Du coup, j'appelle mes parents. Je dis, Ouais. elle me dit, alors, t'es bien arrivé et tout? Ouais, c'est bien l'hôtel. Je fais, non, mais en fait, c'est pas un hôtel, c'est un château. Elle me dit, ouais, c'est ça. Du coup, je l'appelle en FaceTime. Je lui dis, bah regarde, je suis dans un château là. Putain, c'est incroyable. Donc, expérience de fou. Et puis après, on fait une intervention dans le lycée Le Mans Sud où je visite le lycée. Et puis on va dans une classe avec les pilotes de McLaren et on fait une dinguerie. Avec McLaren, ils décident d'amener la voiture dans la cour d'école. Donc la voiture, elle arrive avec la remorque dans la cour d'école. Les élèves, ils savaient pas, ils étaient en cours et tout. Ils voient une remorque, tu sais, on voit qu'ils commencent tous à se jeter par les fenêtres et tout. On descend la voiture, en plus elle était bâchée. Et là, elle arrive, débâchée, on met les plots autour. Et là,
il y a pile poil la sonnette. Tous les élèves, ils s'agglutinent autour de la voiture, ils pètent un câble parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Surtout pas une voiture qui allait faire les 24 heures du Mans. C'était pas une chocard, c'était une vraie voiture qui allait rouler dans les jours après. Et donc, du coup, on a fait une conférence dans une des classes avec les pilotes de McLaren. Donc, moi, eux, ils ont expliqué leur parcours de pilote, comment ils ont fait être pilote professionnel, etc. Moi, j'ai expliqué du coup mon parcours de la méningite à travailler dans le sport auto. Et puis, de fil en aiguille, on se retrouve comme ça. Et puis, à la fin, McLaren avait prévu des posters pour des dédicaces avec les pilotes et tout. Je sens venir la dédicace. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait 2 pilotes sur 3. Et moi, j'étais à la table parce qu'on était une longue table, on était alignés un par un comme ça. Et moi, ça commence, ils ont les posters, moi je les signe. Et là, on me dit non, mais toi aussi tu signes. Et je fais comment ça, moi aussi je signe? Bah ouais, signe toi aussi, t'es là, t'as fait la conférence et tout signe. Du coup, je me retrouve à faire des autographes pendant 1 heure comme ça. Avec les pilotes McLaren, bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais préparé ta signature ou non, même pas, je savais pas. Ça m'était arrivé une fois auparavant, mais plusieurs années avant. Mais j'étais pas prêt du tout, donc du coup, je me dis ah, putain, qu'est-ce que je vais signer? Qu'est-ce que je vais faire et tout? Donc du coup, j'ai ramené un poster à mes parents parce que je me dis ouais, je vais leur dire ça. Ils me disent ouais, c'est bon, il a craqué, il a pris la grosse tête. Donc du coup, j'avais ramené un poster à mes parents que j'avais signé pour leur montrer la preuve. Et puis après ça, on se retrouve en course d'ouverture des 24 heures du Mans avec mon pilote qui était dans la catégorie juste en dessous. Et là, il y avait 2 courses. La première, on fait top 10, donc très bien. Surtout, on avait pas mal de malchance dans les courses d'avant. Et puis, la deuxième course, on finit 3e. Et là, c'est comme dans un film. Je prends le film F1, c'est un peu comme ça. Je me retrouve à devoir courir pour aller sous le podium. Il y a mon pilote sur le podium et tout. Je vois tous les gens que je connais depuis des années maintenant qui me disent putain, qu'est-ce que tu fous là et tout. Bah ouais, j'ai mon pilote sur le podium. Putain, c'est trop bien, génial. Tout le monde qui m'applaudit, qui me félicite et tout. Du coup, douche de champagne. Douche de champagne et tout. Moi en plus, je bois pas. Donc du coup, là, ils me disent ouais, là, t'as pas d'excuses. Là, on a fait podium. Faut que tu bois. Donc là, bah, forcément, je prends la bouteille, je bois et tout. Et super moment, sachant qu'en plus 2 heures après je devais aller retourner dans l'hospitalité McLaren pour encore faire une intervention avec Sanofi et McLaren. Donc du coup je faisais passer mon temps à changer les t-shirts entre l'équipe et McLaren. Et je reviens du coup avec le pilote et il me passe le trophée. Et là je viens dans le truc et je leur dis bah voilà, regardez ce qu'on a fait. C'est pour ça que je répondais pas, on vient de faire podium. Et là ils étaient super contents de partager ce moment-là. Les employés de Sanofi aussi, et c'était un super moment, quoi. C'est dingue parce que du coup, quand on a discuté avant d'enregistrer, je me suis dit on va parler de la méningite, après on va parler du sport auto, mais en fait, quelle surprise! Mais j'ai d'autres trucs encore en réserve. On fera un épisode 2. Non mais je trouve ça incroyable. Enfin, je voulais te poser une question, du coup, c'était... tu penses que si t'avais pas eu la méningite, du coup, t'en serais pas là aujourd'hui ou... Ouais, parce que si j'avais pas eu la méningite, je pense que quand l'école de journalisme m'avait dit oui, m'avait accepté, t'y serais allé, quoi. j'y serais allé, parce que j'avais écrit 2-3 trucs après la méningite et tout le monde trouvait ça pas mal. Donc probablement j'y serais allé. Après, peut-être que j'aurais bifurqué là-dessus, mais beaucoup plus tard. Ouais, mais c'est surtout que là, c'est quand même dingue, parce qu'avec toutes les maladies qu'il y a, c'est quand même dingue que tu te retrouves à voir la voiture passer méningite. Enfin, je trouve ça incroyable. J'ai encore la photo dans mon téléphone et même pas, on me dit mais attends, c'est quoi ce truc? Et en fait, le truc, c'est que moi, il y avait quelques mois avant ça, j'avais écrit un projet justement de faire rouler une voiture avec les trucs de la méningite. Et je me dis putain, c'est incroyable, j'écris ça, j'en ai parlé à personne et là je vois le truc qui apparaît devant moi. Ah bah pour les gens qui y croient, t'as manifesté, quoi. Ouais, et là je me dis bah voilà, let's go, quoi. Donc c'est incroyable, je trouve. Je trouve que c'est une belle histoire dans le sens où si t'avais pas eu la méningite, peut-être que ça aurait pris beaucoup plus de temps et peut-être que t'aurais pas été autant à fond parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es dit quand t'as guéri de la méningite entre guillemets, t'as tout donné, quoi. Ouais, exactement. Je pense que j'aurais pas eu la niaque et la volonté que même quand c'est super dur, c'est pas facile à tous les niveaux, de pas lâcher l'affaire. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent ou pas. Après, j'ai travaillé, comme je t'ai dit, sur d'autres projets de films. On a fait un tournage aussi à Monaco pendant le Grand Prix historique. Cette année 2024. Ah, ok. Donc j'avais ramené des F1 et tout, on avait fait un truc super. Là, je suis en train de bosser sur
un autre film aussi qui va être tourné à Monaco, justement, parce qu'il y aura une partie course avec des voitures historiques, donc les castings m'a appelé. Mais Donc, du coup, toi, tu te fermes à rien finalement, quoi. Enfin, tant que non. ça touche l'automobile, bien En fait, et la méningite. en fait, là, je fais pas mal de domaines où, en fait, c'était des domaines qui étaient plutôt des side quests parce que je trouvais ça cool de savoir comment un film fonctionne Oui. ou comment créer une musique. Ouais. Et mon frère fait aussi de la musique, donc du coup, j'ai des bons contacts là-dessus. Et en commençant à aller au studio avec lui, je me suis dit, ah putain, c'est pas mal en fait de produire des sons, de faire des trucs. Bah ouais. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé à aller un peu plus côté cinéma quand il y a des tournages qui sont liés aux voitures ou Monaco, parce qu'ils savent que je suis là, donc Ouais. ils m'appellent. Ou le côté musique, parce que soit c'est des gens qui veulent commencer, soit c'est des gens qui sont de passage là. Ça peut être des Américains qui sont en vacances, qui cherchent un studio, des trucs comme ça. Donc, Ouais, mais en fait, toi, t'es un passionné, quoi. Dans tous les cas, si ça te passionne un peu, tu vas t'intéresser. Ouais, Et si tu veux faire quelque chose, tu le fais, quoi. Je pense que c'est plus facile quand t'es passionné Ouais. de bosser dans quelque chose que d'aller dans un domaine où t'as pas nécessairement les connaissances, les compétences ou l'intérêt. Parce que si t'as pas d'intérêt, tu vas t'ennuyer et du coup, tu vas pas être efficace. Pour conclure notre échange, déjà je te remercie parce que c'était super intéressant et important d'en parler. Est-ce que déjà tu as un contact auprès des associations ou des fondations, comme tu disais, qu'on peut citer pour que les personnes puissent se renseigner sur la méningite ? Là, déjà, merci de m'avoir reçu. Et du coup, il y a plusieurs assos. Il y a ce qu'on appelle le COMO, donc en fait, c'est la Confédération mondiale des méningites. Donc ça regroupe quasiment toutes les associations, en tout cas les plus importantes dans le monde autour de la méningite. Donc je travaille beaucoup avec eux, c'est avec eux que j'ai fait des conférences, notamment en Afrique du Sud, pour aider, pousser notamment les pays à sensibiliser à la méningite. Je prends un exemple concret, dans le groupe on a un avocat brésilien, et chapeau à lui parce qu'il a carrément réussi à faire passer une loi au Brésil pour que la méningite soit reconnue et pour sensibiliser à la méningite. Donc c'est vraiment des gens superbes qui sont vraiment top. Et on a aussi la Meningitis Research Foundation, donc eux ils s'occupent plutôt de lever des fonds pour faire de la recherche sur la méningite, pour pouvoir faire des vaccins, aider aussi quand il y a eu des crises récemment en Angleterre, etc., à pousser les gouvernements à rendre des vaccins gratuits, parce que notamment la méningite B que j'ai eue, dans certains pays, c'était un vaccin payant qui n'était pas remboursé, et ils ont poussé les pays maintenant à les faire rembourser, voire à faire des campagnes gratuites. Et après, il y a 2-3 associations en France. Il y a l'association Ensemble contre la méningite, qui regroupe plusieurs, qui est spécialisée du coup en France. Quand les gens ont des problèmes avec les méningites ou qu'ils ont vécu, on peut échanger avec eux, participer à des actions, etc. Ok, ouais. On mettra les liens dans la barre d'infos. Et toi, on peut te retrouver sur les réseaux, du coup ? Ouais, du coup, soit sur mon LinkedIn, on va dire c'est le côté plus pro, où je partage ce que je fais. Et après, sinon, sur mon Instagram, LudovicPZ. Ok. T'as quelque chose à nous dire ou... Non, j'ai un truc qui se trame en coulisses, mais... Allez suivre sur les réseaux, vous verrez. On va suivre ça de près et on te recevra pour un épisode 2 si jamais il y a une dinguerie vraiment incroyable. Merci en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt.